sont pas commerciales. Elles sont commerciales, si. Seulement, elles veulent dire quelque chose. Charles Aznavour le détestait plus que quiconque. À la fin de sa vie, Charles Aznavour n'avait plus rien à prouver. Il était devenu une institution, décoré, respecté, intouchable. Pourtant, derrière l'image du monument national, il restait une colère froide. Un nom qu'il n'a jamais prononcé publiquement avec violence, mais qui revenait toujours dans son silence. Toute sa carrière, il a été exposé, humilié, attaqué. On s'est moqué de son physique. On a brisé sa voix à coups de critiques. On l'a traité d'étranger, d'imposteur, d'homme trop petit pour la scène française. La presse des années 50 n'était pas tendre. Elle détruisait vite. Elle ne pardonnait rien. Et Aznavour n'a jamais oublié ceux qui ont participé à cette mise à nu. Il n'était pas naïf. Il comprenait le jeu, la concurrence, les égos, les alliances invisibles. Mais certaines attaques dépassaient la rivalité artistique. Elles visaient son identité, son droit d'exister dans la chanson française. Elles l'ont marqué. Elles ont laissé des cicatrices que le succès n'a jamais effacées. Au fil des décennies, il a serré des mains. Il a souri. Il a chanté pour des chefs d'État. Mais en privé, il savait exactement qui l'avait trahi, qui l'avait humilié publiquement, qui avait tenté de l'effacer. Cette liste n'était pas longue. Elle était précise, et parmi ces noms, un seul a occupé la première place de sa colère. Pas le plus célèbre, pas le plus bruyant, mais celui qui l'a attaqué au moment où il était encore fragile, celui qui a exposé ses failles devant un pays entier, celui qui l'a brisé sans lever la voix. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Charles Aznavour était vraiment. Charles Aznavour est né en 1924 à Paris dans une famille arménienne réfugiée. Il n'est pas issu d'une dynastie artistique puissante. Pas d'école prestigieuse, pas de réseau influent. Seulement une origine étrangère, un accent et une volonté obstinée de réussir dans un pays qui ne l'attendait pas. Très tôt, il monte sur scène. Très tôt, il comprend qu'il ne correspond pas aux standards. Trop petit, visage jugé banal, voix nasale. Les critiques sont directes, brutales. Certains producteurs lui conseillent d'écrire pour les autres et d'abandonner l'idée de chanter lui-même. On le tolère comme parolier. On le refuse comme interprète. La presse ne le ménage pas. Dans les années 50, plusieurs articles le qualifient d'artiste sans charisme. On le compare défavorablement aux grandes voix installées. On doute publiquement de sa légitimité. Ces humiliations publiques ne sont pas abstraites. Elles sont imprimées noir sur blanc. Exposé, commenté, reprise. Aznavour encaisse. Il travaille. Il s'impose à force d'obstination. Mais derrière l'ascension, il garde une mémoire précise des attaques. Il n'est pas sentimental. Il est rancunier. Chaque trahison, chaque sourire condescendant, chaque critique destructrice. Rien ne disparaît. Le succès arrive tard. Et lorsqu'il arrive, il ne calme pas tout. La célébrité apporte une autre forme de violence, les comparaisons permanentes, les rivalités amplifiées par la presse, les conflits d'ego dans un milieu où chacun veut rester au sommet. Il devient une cible plus grande, plus visible, plus attaquable. Aznavour n'était pas un héros fragile, il était un survivant lucide. Il savait que l'industrie pouvait briser un artiste en quelques semaines. Il savait aussi que certains de ses contemporains n'ont jamais accepté son ascension. Ils l'ont vu comme un intrus, un concurrent, une menace. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'il n'a jamais oubliées. Numéro 6 INQ. Maurice Chevalier. C'était celui qui l'a humilié sans élever la voix. Maurice Chevalier représentait l'ancienne garde, le symbole d'une France élégante installée sûre d'elle. Quand Aznavour cherchait encore sa place, Chevalier occupait déjà la scène comme un monument. Leur rencontre n'était pas une guerre ouverte. C'était pire. C'était un regard, un jugement. Au début des années 50, Aznavour tente de s'imposer comme interprète. Il écrit, il compose, il insiste pour chanter ses propres textes. Chevalier, figure respectée, laisse entendre dans certains cercles qu'Aznavour manque de prestance, qu'il n'a pas la stature, qu'il devrait rester dans l'ombre des grands noms. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une mise à distance, un classement implicite. Dans un milieu où la reconnaissance des aînés compte, ce mépris pèse lourd.
Chevalier ne le brise pas publiquement avec violence, il le brise par exclusion, par silence, par cette façon de rappeler qui appartient vraiment à la scène française et qui doit encore prouver sa légitimité. Aznavour comprend le message. Il n'est pas encore accepté. La presse amplifie cette hiérarchie. On parle des vrais chanteurs et des nouveaux prétendants. Aznavour est placé dans la seconde catégorie. Chaque comparaison avec Chevalier devient une humiliation indirecte. On souligne la différence de charisme. On insiste sur la voix atypique d'Aznavour. On sous-entend qu'il n'aura jamais la même élégance. Un épisode reste marquant. Lors d'un événement artistique où plusieurs figures majeures doivent apparaître ensemble, Aznavour n'est pas retenu pour partager l'affiche principale, officiellement une question d'image, officieusement une question de stature. Il comprend que certains ne veulent pas l'exposer au même niveau que les icônes établies. Ce moment ne fait pas de bruit. Il n'y a pas de scandale. Mais il y a une humiliation. Être toléré sans être reconnu. Être présent sans être invité au centre. Pour un homme aussi orgueilleux qu'Aznavour, cela suffit à laisser une cicatrice. Avec les années, il dépassera Chevalier en longévité et en impact international. Mais il n'oubliera pas cette période où il était regardé comme un intrus. Le respect n'est jamais venu naturellement. Il a dû être arraché. Ce mépris ne l'a jamais quitté. Numéro 4, Eddie Barclay. Il l'a attaqué là où il était plus vulnérable. Eddie Barclay n'était pas un chanteur. Il était le pouvoir, le producteur flamboyant, l'homme des contrats, celui qui décidait qui resterait dans la lumière et qui serait effacé. Dans les années 50 et 60, travailler avec Barclay signifiait exister. Le contrarier signifiait disparaître. Aznavour, encore fragile commercialement, dépend des maisons de disques. Il écrit des chansons puissantes, mais les ventes ne sont pas toujours immédiates. Barclay pense en chiffres, en images, en rentabilité. Pour lui, Aznavour n'est pas encore un pari sûr. Il doute. Il le fait savoir. Il impose des conditions. Il suggère des ajustements. Il veut contrôler. Le conflit n'est pas théâtral. Il est contractuel, froid. Des discussions sur les droits, sur la promotion, sur les priorités du label. Aznavour veut décider de son répertoire. Barclay veut orienter le marché. Deux égos, deux visions. L'artiste contre l'homme d'affaires. À plusieurs reprises, Aznavour se sent exposé. Il comprend que ses hésitations commerciales sont discutées en coulisses, qu'on parle de lui comme d'un produit incertain. Cela l'humilie. Il n'est pas un objet, il est un auteur. Mais dans ce système, il reste dépendant. Un moment reste déterminant. Lors d'une réunion autour de la stratégie du label, son potentiel est ouvertement mis en question. On évoque sa difficulté à séduire le grand public. On compare ses chiffres à d'autres artistes plus efficaces. Devant témoins, sans détour. Ce n'est pas une insulte. C'est une mise en doute froide, une façon de le réduire à une ligne comptable. Aznavour ne crie pas. Il observe, il mémorise. Il comprend que l'industrie peut vous briser sans scandale, juste par un regard calculé, juste par une phrase sur la rentabilité. Cette humiliation n'est pas spectaculaire, elle est structurelle. Plus tard, il prendra davantage de contrôle sur sa carrière. Il produira, il décidera, il ne dépendra plus autant d'un seul homme. Mais cette période l'a marqué. Être traité comme un pari fragile, être évalué devant d'autres, être exposé comme incertain. Certaines trahisons ne sont jamais publiques, mais elles détruisent. Numéro 3, Gilbert Bécaud. Personne ne l'a défié comme lui. Gilbert Bécaud n'était pas un ennemi déclaré. Il était un rival direct. Même génération, même scène, même public. Dans les années 50 et 60, leurs noms apparaissent côte à côte dans la presse, mais jamais sur un pied d'égalité. Toujours en comparaison, toujours en compétition. Bécaud explose plus vite. Son énergie, sa présence scénique, son surnom, Monsieur 100 000 volts. La presse adore l'opposition. Elle crée un duel implicite. Bécaud le volcan, Aznavour l'introspectif, Bécaud la puissance, Aznavour la fragilité. Ces étiquettes deviennent des armes. Aznavour observe. Il voit les chiffres. Il voit les salles pleines. Il voit la facilité avec laquelle Bécaud est adopté comme une évidence.
Lui, il a dû lutter contre chaque critique, chaque article corrosif, chaque doute sur sa voix. Quand la presse commence à suggérer que Beko représente l'avenir de la chanson française, la comparaison devient humiliante. La violence n'est pas une insulte directe, elle est médiatique. Les interviews posent la même question. Qui est le vrai héritier de la grande chanson française? Les critiques classent, ils opposent, ils hiérarchisent. Aznavour est souvent placé derrière, pas par manque de talent, mais par perception. Il le sait. Un article marque profondément. Il suggère que Beko incarne la modernité tandis qu'Aznavour reste enfermé dans une sensibilité trop personnelle. Le message est clair. L'un avance, l'autre stagne. Être réduit à une catégorie. Être résumé en quelques lignes. Être exposé devant tout le pays comme secondaire. Aznavour n'a jamais attaqué Beko frontalement. Il a répondu par le travail, par des textes plus incisifs, par une détermination froide. Mais intérieurement, il n'a jamais accepté d'être considéré comme le second. Son orgueil était trop fort, sa mémoire trop précise. Ce duel silencieux l'a poussé à se durcir, à affirmer son identité artistique, à refuser les compromis qui auraient pu le rendre plus consensuel. Il voulait être reconnu pour sa profondeur, pas comparé pour son intensité. Il n'a jamais oublié cette comparaison. Numéro 2, Johnny Hallyday. Il a attaqué ce qu'Aznavour protégeait le plus. Johnny Hallyday représentait une rupture. Le rock, l'Amérique, le bruit. Une jeunesse qui ne demandait pas la permission. Quand Johnny explose au début des années 60, la France change de rythme. Les foules hurlent, les guitares couvrent les mots, et la chanson à texte devient soudain moins centrale. Aznavour voit ce basculement. Il ne le nie pas, mais il le regarde avec méfiance. Pour lui, la chanson est une écriture, une précision, une confession. Johnny lui incarne l'énergie brute. Les deux hommes n'appartiennent pas au même monde. Pourtant la presse les place dans le même espace symbolique, celui des figures majeures de la musique française. La violence vient de là, des comparaisons, des unes de magazines. On parle de modernité, on parle de génération nouvelle. On suggère que les artistes de la chanson classique sont en train d'être dépassés. Aznavour n'est pas nommé directement comme obsolète, mais il est inclus dans un avant. Johnny n'attaque pas personnellement. Il n'a pas besoin de le faire. Son succès suffit. Chaque stade rempli, chaque hystérie collective, chaque article parlant du nouveau visage de la France musicale agit comme une humiliation implicite. Aznavour, qui s'est battu pour être reconnu comme un artiste légitime, se retrouve soudain associé à une époque révolue. Un moment cristallise cette tension. Lors d'une émission télévisée, la confrontation symbolique est évidente. Deux styles, deux publics. Les caméras captent la différence. Johnny électrise. Aznavour reste droit, concentré. Les commentaires du lendemain soulignent le contraste. Certains parlent d'un passage de relais générationnel. Pour un homme aussi fier qu'Aznavour, être relégué au passé est une attaque directe contre son identité artistique. Il ne déteste pas le rock. Il déteste l'idée d'être effacé, d'être détruit symboliquement par une vague plus jeune. Il continuera à écrire, à remplir des salles, à conquérir l'international. Mais cette période a laissé une cicatrice, celle d'avoir été exposé comme ancien alors qu'il se sentait encore au sommet. Il n'a jamais accepté d'être relégué au passé. Numéro 1, Jacques Brel. C'était la blessure la plus profonde. Jacques Brel n'a jamais eu besoin d'attaquer Aznavour frontalement. Sa simple présence suffisait. Lorsqu'il apparaît au milieu des années 50, il apporte une intensité nouvelle, une violence émotionnelle, une théâtralité presque brutale. La presse adore cette rupture. Elle parle de révolution. Aznavour, déjà en train de s'imposer, voit le paysage changer encore une fois. Brel ne ressemble à personne. Il ne chante pas, il déchire. Il ne séduit pas, il confronte. Très vite, les critiques écrivent que Brel incarne la vérité crue de la chanson française. Le mot « authenticité » revient sans cesse. Implicitement, cela signifie que les autres seraient moins vrais. La rivalité n'est jamais officielle, mais elle est permanente. Chaque concert comparé, chaque album analysé côte à côte. Les deux hommes écrivent, interprètent, racontent l'âme humaine.
Mais Brel est présenté comme celui qui va plus loin, qui ose davantage, qui expose ses tripes sans filtre. La violence médiatique est constante. On parle d'une nouvelle référence, d'un sommet inégalé. Certains journalistes laissent entendre qu'Aznavour appartient à une génération déjà installée alors que Brel serait le choc nécessaire. Être placé dans la catégorie du déjà connu face à l'explosion d'un phénomène pour Aznavour, c'est une humiliation silencieuse. Un moment reste gravé. Une cérémonie où les applaudissements semblent interminables pour Brel. Les caméras s'attardent sur lui. Les commentaires du lendemain parlent d'un tournant historique. Aznavour est présent, respecté, mais éclipsé. Être là sans être au centre, être reconnu sans être célébré comme l'événement, il n'a jamais contesté le talent de Brel, il n'en avait pas besoin. Mais il n'a jamais accepté que la presse fasse de lui une étape dépassée par un nouveau prophète. Son orgueil était trop solide, sa mémoire trop fidèle. Ce silence entre eux parlait plus fort que les mots. Chic spécial Édith Piaf. Ce n'était pas une ennemie, c'était pire. C'était une dépendance. Édith Piaf a été celle qui lui a ouvert la porte. Elle l'a emmené en tournée. Elle a cru en ses textes. Elle lui a donné une visibilité qu'il n'aurait pas obtenue seul à ce moment-là. Pour un jeune artiste encore fragile, c'était une chance immense. Mais cette protection avait un prix. Avec Piaf, Aznavour apprend la scène. Il observe. Il écrit pour elle. Il l'accompagne. Mais il reste dans l'ombre. Toujours présenté comme l'auteur prometteur, rarement comme l'artiste central. La lumière est pour elle. L'attention aussi. Lui travaille. Il absorbe. Il se tait. La relation devient complexe. Piaf peut être exigeante, dure, instable. Elle teste les limites. Elle critique. Elle impose. Aznavour encaisse encore une fois. Il admire son talent. Il reconnaît ce qu'elle lui a donné. Mais il sent aussi ce qu'elle lui prend. Son autonomie. Son identité propre. Un épisode le marque profondément. Lors d'une tournée, certains commentaires laissent entendre qu'il ne serait rien sans elle. Que son nom existe uniquement grâce à Piaf. Cette idée s'installe, elle se répète. Elle l'expose comme dépendant, comme un satellite gravitant autour d'un soleil plus puissant. Pour un homme qui lutte depuis l'enfance pour prouver qu'il mérite sa place, être réduit à l'ombre d'un autre est une humiliation silencieuse. Piaf ne le détruit pas volontairement, mais son aura l'écrase. Elle le protège et en même temps elle le maintient dans une position secondaire. Aznavour ne l'a jamais attaqué. Il lui est resté reconnaissant publiquement. Mais intérieurement, cette période a laissé une cicatrice différente, plus intime. Être façonné par quelqu'un, puis devoir se détacher pour exister vraiment, ce n'est pas une guerre, c'est une séparation nécessaire. Et parfois les blessures les plus profondes viennent de ceux qui nous ont d'abord sauvés. Charles Aznavour n'a jamais été un homme naïf. Il n'a jamais cru à la bienveillance permanente du milieu artistique. Derrière chaque sourire, il cherchait une intention. Derrière chaque applaudissement, il mesurait le prix payé. Maurice Chevalier l'a humilié par condescendance. Eddie Barclay l'a exposé comme fragile. Gilbert Bécaud l'a défié publiquement. Johnny Hallyday l'a poussé vers le passé. Jacques Brel l'a éclipsé au moment le plus sensible. Et Édith Piaf l'a façonné tout en le maintenant dans l'ombre. Aucune de ses blessures n'était spectaculaire. Pas de scandale violent. Pas de rupture théâtrale. Mais une accumulation. Des regards, des articles, des silences, des comparaisons. Chaque épisode a laissé des cicatrices invisibles, des cicatrices qui ont durci son caractère. Il n'était pas un héros romantique, il était un homme qui refusait d'être détruit. Chaque humiliation l'a rendu plus précis, plus déterminé, plus froid. Il a appris à survivre dans un monde où l'ego décide plus vite que le talent. Ceux qu'il a détestés ne l'ont pas anéanti, ils l'ont forgé. Ils ont défini ses limites. Ils ont alimenté sa revanche silencieuse. Il n'a jamais oublié, mais il a continué. Toujours. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent. Et c'est pour cela qu'on se souvient de lui.